tous, merci beaucoup d'être connectés si nombreux, hein. On est à 30 personnes. Alors on attend encore du monde, mais on va pas prendre trop de retard. Comme je viens de l'indiquer, la réunion d'aujourd'hui est enregistrée. Simplement on mettra le replay à disposition des adhérents qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. C'est un atelier aujourd'hui, atelier stratégique Norlink, notamment donc, sur les stratégies nationales ferroviaires et portuaires. Je vais les mettre dans le bon ordre comme on les aura aujourd'hui. Alors les ateliers stratégiques Norlink, vous le savez, hein, puisque vous êtes tous adhérents ou partenaires très proches, ce sont des réunions qui sont réservées aux adhérents de Norlink. C'est des réunions et des ateliers qu'on monte pour être euh, pour éclairer et inspirer vraiment les participants qui comprennent bien un petit peu le secteur, enfin vraiment le secteur, et puis toutes les politiques, mais aussi les autres acteurs du secteur des transports massifiés. On a déjà fait un atelier stratégique sur le canal Albert. Il y avait aussi la visite à Genk, hein, qu'on avait classée un peu entre guillemets chez nous comme un atelier stratégique, cette visite à Genk, qui s'est passée il y a 2 semaines maintenant, ou la semaine dernière. Voilà. L'atelier d'aujourd'hui, je ne vais pas être plus long et je vais tout de suite passer la parole à Henri Siré, mais l'atelier d'aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, et vous savez, porte sur les stratégies nationales ferroviaires et portuaires. On va d'abord commencer par le ferroviaire et ensuite se pencher sur le portuaire, et notamment avec un angle qui est extrêmement intéressant, l'observatoire de la performance portuaire qui a été mis en place. Et ça résonne très bien avec, euh, pas le prochain atelier, mais sans doute celui d'après, où on aura une intervention d'Eurogroupe, comme on l'avait fait en fin d'année 2020, sur la perception des chargeurs, les baromètres chargeurs des ports et du ferroviaire. Donc on a, disons, quasiment coup sur coup, la vision et la stratégie mise en place par l'État, et finalement, avec un an de décalage, puisque la vision, c'est toujours un an après, la perception par les chargeurs de tout ce qui se fait dans ce secteur-là. Donc, vous aurez les dates très bientôt. Ben voilà, je pense que sans plus de transition, Henri, je vous laisse prendre la parole sur le ferroviaire. Très bien. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter la stratégie. Et puis, je suis impressionné effectivement par le nombre de participants à la réunion, hein, puisque là, je crois qu'on est à 33, voilà, 33 personnes. Donc, effectivement, ça fait du monde. Donc, je pense qu'il y a une forte attente et je vais essayer de répondre à cette forte attente sur la stratégie ferroviaire. Je vais d'abord me présenter, hein. Moi, je travaille donc à la DGTM. Alors, vous le savez peut-être pas, ou vous le savez peut-être, mais il y a eu une réorganisation tout récemment à la DGTM, hein. La DGTM qui continue à s'appeler DGTM d'ailleurs, mais qui précédemment s'appelait DGITM, donc Direction Générale des Transports, des Infrastructures et de la Mer. Et le M de mer est devenu mobilité, parce que la mer, il y a eu une création d'une direction de la mer. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Je ne sais plus le nom exact de la direction de la mer, mais elle est allée rejoindre effectivement le ministère de la mer. Voilà. Donc, la nouvelle organisation, donc dans cette nouvelle organisation, moi je travaille à la direction des transports ferroviaires, fluviaux et des ports. La nouvelle organisation, effectivement, a pour principal objectif de rassembler effectivement les infrastructures et les services dans la même direction. Précédemment, on avait une direction des services de transport dans laquelle j'étais et une direction des infrastructures de transport qui traitait, donc, comme son nom l'indique, des infrastructures.
La nouvelle organisation est basée sur le fait qu'on est organisé plutôt par mode de transport, mais à l'intérieur desquels on rassemble les infrastructures et les services. Donc, il y a maintenant la direction donc, des transports ferroviaires, fluviaux et des ports, d'une part, et la direction des mobilités routières, d'autre part. Et dans la direction des transports fluviaux, ferroviaires, fluviaux et des ports, moi, je suis effectivement dans la sous-direction qui traite des services ferroviaires. Voilà. En sachant qu'il y a aussi une sous-direction qui traite, par exemple, des infrastructures ferroviaires dans cette même direction. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que précédemment, c'était organisation, d'une part service, d'autre part, infra, et que maintenant, c'est effectivement une organisation par mode dans lequel, alors, la route d'un côté, et puis, pour faire simple, on va dire les autres modes de l'autre côté, dans lesquels, pour chacun des modes, on regroupe les infras et les services. Voilà. Merci Henri. On fera un schéma effectivement de l'ancien modèle et du nouveau modèle pour bien comprendre cette nouvelle organisation qui effectivement change sans doute un petit peu les choses. Alors, on devrait avoir un organigramme très très bientôt. Pour l'instant, il est pas, enfin, à ma connaissance, il est pas encore tout à fait sorti, mais on devrait l'avoir très très bientôt. Donc, je pense qu'il va être diffusé de façon large. Voilà. Super. Une petite précision au niveau de la sémantique, là, quand vous dites direction des transports fluviaux, ferroviaires et des ports, c'est ports intérieurs ou ports maritimes par rapport effectivement à ce que vous avez dit en préambule avec le M qui passe de mer à mobilité. Non, les ports maritimes sont dans cette direction. C'est tous les ports en fait, hein. D'accord. Voilà. Merci. Alors, donc, on en vient donc au sujet du fret ferroviaire au sujet plutôt, et même plus précisément de la stratégie pour le développement du fret ferroviaire. Alors, cette stratégie, en fait, pourquoi il y a une stratégie du fret, pour le développement du fret ferroviaire? En fait, la raison pour laquelle il y a eu cette stratégie, c'est qu'effectivement, il a été absolument nécessaire de faire une stratégie, parce qu'en fait, de définir une stratégie, parce que en fait, cette stratégie, enfin, l'élaboration de cette stratégie et la définition de cette stratégie est inscrite dans la loi LOM qui a été promulguée le 24 décembre 2019 et plus précisément dans son article 178. Donc, son article 178, il précise qu'effectivement, l'État devra définir une stratégie pour le développement du fret ferroviaire. Donc ça, on ne pouvait pas y couper, c'était dans la loi, il fallait qu'on la fasse. Et parallèlement à ça, ou j'allais dire concomitamment à ça, il y a eu aussi une nouvelle dynamique pour le fret ferroviaire qui a été incarnée par l'Alliance 4F qui s'est créée donc en début d'année 2020. Alors 4F, ça veut dire quoi? Je pense que vous connaissez le terme. Ça veut dire fret ferroviaire français du futur. C'est une alliance qui regroupe les principaux acteurs du fret ferroviaire, et notamment les entreprises ferroviaires et les opérateurs de transport combiné, hein, qui sont les opérateurs ferroviaires, en fait, qui travaillent sur le marché du fret ferroviaire, et d'autres acteurs par ailleurs, et qui ont senti le besoin en fin d'année 2019 et en début d'année 2020 de se regrouper suite aux difficultés qu'il y a eu liées au mouvement social de décembre 2019 et de janvier 2020, et aux difficultés qu'on voyait déjà apparaître avec la crise Covid, hein, qui a effectivement frappé de plein fouet le fret ferroviaire, mais comme tous les secteurs de l'économie. Donc,
il y a eu une prise de conscience de la part des acteurs en disant faut pas tout attendre de l'État, il faut que nous aussi on soit en force de proposition et il faut qu'on retrousse nos manches un petit peu pour essayer de porter le sujet du fret ferroviaire au plus haut sommet de l'État et de faire en sorte que de ne pas se résigner un petit peu sur la situation de déclin qu'on avait connue jusqu'alors et essayer de voir ce qu'il était possible de faire pour remonter la pente. Alors, donc, ces deux éléments-là, la nécessité générée par l'inscription dans la loi LOM, plus la dynamique portée par l'Alliance CARTREF, a fait qu'on a travaillé d'arrache-pied pour définir cette stratégie. Cette stratégie, comme vous allez voir, elle est composée en trois grandes parties, en fait. Tel que la loi LOM le dessinait un petit peu, en fait l'article 178 de la loi LOM le dessinait un petit peu. Une première partie qui fait un état des lieux du secteur, une évaluation du secteur. Ben, comment se porte le secteur, quelles sont ses difficultés, quelles sont ses forces et faiblesses, etc. Enfin voilà, en début d'année 2020, dans quelle situation il est. Une deuxième partie qui est effectivement la définition d'objectifs et une troisième partie qui est effectivement un plan d'action avec trois axes, 12 orientations et 72 mesures. Mais ça, on y viendra plus tard. Alors, dans un premier temps, effectivement, on va assez rapidement, hein, parce que je pense que c'est pas trop l'intérêt du sujet. On va voir un petit peu l'état des lieux, donc la première partie, voilà, c'est très bien là, très bien le slide. La première partie, donc l'état des lieux qui a été fait, qui se retrouve dans la première partie. Pour dire que l'activité du secteur depuis l'an 2000, du secteur du fret ferroviaire, a décliné. Alors, avec deux grands types de raisons, hein, les raisons exogènes, enfin extérieures au fret ferroviaire, hein, que sont la désindustrialisation de la France, le moindre dynamisme des ports français par rapport à des ports étrangers, notamment ceux du Range Nord, et puis les impacts de la crise économique de 2008, qui a quand même eu des impacts assez importants et qui ont perduré quand même plusieurs années, hein. Et puis il y a aussi des facteurs endogènes, des facteurs à l'intérieur du secteur qui font que ce secteur est en difficulté depuis déjà de nombreuses années. Ben, la structure des coûts ferroviaires est beaucoup plus lourde que celle du routier, puisque elle comporte 80% de coûts fixes, hein. Donc, ce qui est quand même une caractéristique très contraignante parce qu'en cas d'instabilité et de fluctuation du marché, et on voit que les marchés peuvent fluctuer de façon importante pour différentes raisons, hein. Et puis d'instabilité, ben, on est dans un monde quand même qui n'est pas très stable, c'est le moins qu'on puisse dire. Ben, ça fait que le ferroviaire a toujours du mal à s'adapter compte tenu de l'importance des coûts fixes par rapport aux coûts variables. Donc voilà. Et donc le fret ferroviaire, de ce fait-là, avec toutes ces difficultés, ça fait plusieurs années quand même qu'il est soutenu par l'État notamment et par les pouvoirs publics. Notamment avec les aides au péage qu'on appelle la compensation fret, c'est-à-dire que l'État verse à SNCF Réseau une partie de ce que devraient verser les entreprises ferroviaires pour payer leur péage fret. Il y a une aide au transport combiné qui existe depuis plusieurs années. Et puis, il y a eu, après, on y viendra plus tard, la création d'une aide pour les wagons isolés. Et puis aussi, il y a les soutiens pour la construction et le développement de terminaux de transport combiné ou de terminaux multimodaux.
Un point important aussi dans ce tableau, de ce point de situation, c'est que le réseau ferré national présente des caractéristiques qui peuvent ralentir le développement du fret ferroviaire, à savoir qu'il n'est pas dans un très très bon état, ce qui oblige à faire beaucoup de travaux pour essayer d'améliorer son état. Il y a des difficultés de capacité d'accès au réseau, des difficultés en termes de capacité pour avoir des sillons, etc. Et puis il y a aussi le fait que le fret n'est pas le seul utilisateur du réseau. Il y a aussi les trains de voyageurs et effectivement et les travaux nécessaires pour la modernisation du réseau. Et on se trouve parfois en situation de conflit de circulation entre les transports de voyageurs et les travaux. Donc on peut aller au slide suivant. Effectivement. Donc tout ça pour dire que effectivement, après une fois qu'on a fait cet état des lieux, on s'est dit comment prendre les choses en sachant que il faut effectivement, pour faire la stratégie, il faut effectivement se tenir à ce que l'article 178 nous a indiqué, mais aussi, on peut peut-être aussi s'appuyer sur le fait que, à côté de ce qui était dicté par l'article 178, il y a eu la mise en place d'un plan de relance suite à la crise Covid. L'État a décidé donc de mettre en place un plan de relance, et le plan de relance comporte un volet fret ferroviaire, donc d'un montant d'un milliard d'euros. Donc, vous lisez là sur le slide, effectivement, les six mesures, en fait, les six mesures listées dans l'article 178 de la LOM, à savoir que voilà ce qui était demandé dans l'article 178, et donc il fallait qu'on réponde à ces 6 items, si vous voulez, dans le cadre de la stratégie pour le développement du fret ferroviaire. On peut aller donc dans le slide suivant. Donc finalement, on s'est dit, cette stratégie, elle va servir à quoi? Elle va répondre à quels enjeux? Elle va répondre compte tenu de la situation. Elle va, et de ce qu'on avait un peu décelé dans l'état des lieux, dans la première partie. Elle va répondre à l'enjeu de restaurer la viabilité des services et le modèle économique des opérateurs de fret ferroviaire. On perçoit que les opérateurs de fret ferroviaire sont en grande difficulté. Donc, la volonté, c'est effectivement d'améliorer les choses, de les aider, de les soutenir, pour essayer de faire en sorte qu'ils soient plus viables à l'avenir, et qu'ils améliorent leur modèle économique. Le deuxième point, c'est effectivement un point important, c'est améliorer la qualité de service de SNCF Réseau, c'est-à-dire en matière, effectivement, d'une part, de capacité attribuée au fret, de qualité des sillons, et puis de qualité aussi, après, dans l'acheminement réel, de qualité de circulation, fait que SNCF Réseau se mette en situation de pouvoir faire en sorte que les circulations subissent le moins d'aléas possible. Le troisième grand enjeu, c'est effectivement investir dans les infrastructures permettant le développement du fret ferroviaire. C'est vrai que là, comme on l'a indiqué, que dans beaucoup d'infrastructures, le fret ferroviaire, les infrastructures étaient vieillissantes, et qu'il y avait besoin d'investir dans les infrastructures pour permettre ce développement. Sinon, si on restait à infrastructure constante, on ne serait pas en capacité d'assurer le développement sur deux plans, c'est-à-dire qu'il faut moderniser déjà les infrastructures
qui sont dédiés au fret ferroviaire, et il faut en créer d'autres qui permettent de générer de la capacité supplémentaire. Et en fait, le quatrième enjeu, c'est de faire en sorte d'accentuer la coordination avec le portuaire et le fluvial. C'est aussi un enjeu très important parce qu'on s'aperçoit que il y a quand même des choses à améliorer dans le cas de la coopération avec les grands ports maritimes et les ports fluviaux. Et en termes j'allais dire, d'organisation des flux ferroviaires au départ et à l'arrivée de ces ports, et en termes aussi d'amélioration des infrastructures qui permettent ça. Donc, comment on a élaboré cette stratégie? Eh bien, dans un premier temps, on avait pensé effectivement faire effectivement une concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur en début 2020, fin 2019, début 2020, dès que la loi l'homme a été promulguée. Mais tout compte fait, avec la crise Covid, n'a pas permis de mettre en place ça. Et notamment le premier confinement, qui a été quand même la période de la crise la plus sévère. Hein. Et quelque part aussi, on a profité, entre guillemets, de la dynamique générée, comme je le disais en début d'intervention, de l'Alliance 4F pour effectivement travailler avec l'Alliance 4F, qui a produit donc un rapport qui est sorti en juin 2020 et qu'on a analysé, un rapport qui faisait un certain nombre de propositions de mesures, donc 10 axes avec 30 actions concrètes. Donc on a analysé les mesures et on a aussi sollicité d'autres acteurs qui ne faisaient pas partie prenante de l'Alliance 4F. Hein. Bon, vous les avez listés là sur le côté. Et on a enrichi tout ça pour effectivement arriver à un document qui était à peu près bouclé en début d'année 2021, enfin premier trimestre 2021. On peut aller au slide suivant. Et après, effectivement, il y a eu, je vous passe toute la période où il y a eu les questions de validation entre les différents acteurs, les cabinets, le cabinet de ministre des Transports, c'est même remonté au cabinet du Premier ministre, etc. Et donc, en fait, finalement, cette stratégie a été publiée le 13 septembre 2021. Elle a été publiée au moment de l'inauguration du Salon de l'innovation des transports et de la logistique, donc en septembre 2021. Et elle donc, et je vais rentrer maintenant dans le détail un petit peu sur les différents programmes d'action. Voilà. Alors donc, là, comme je vous disais au début, on peut revenir au slide précédent, s'il vous plaît. Comme je le disais au début, en fait, la deuxième partie après l'état des lieux, elle porte sur l'objectif elle porte sur les objectifs. Et donc là, l'État a bien posé l'objectif d'un doublement de la part de marché de la part modale du fret ferroviaire à l'horizon 2030 et l'ambition d'atteindre 25% à l'horizon 2050. Et dans cette partie-là, hormis le fait qu'on pose ces objectifs-là, on explique également en quoi elle est cohérente avec la stratégie bas carbone, en quoi elle est cohérente avec les ambitions européennes de transport plus durable, notamment le Green Deal, en quoi elle est cohérente aussi avec la stratégie nationale portuaire, et en quoi elle est aussi cohérente avec les autres politiques nationales, telles que celle qui est développée dans le fluvial et les autres politiques de développement économique, notamment par rapport au territoire, quand on veut un peu redynamiser les territoires. Donc, on peut aller au slide suivant, voilà. Donc, la troisième partie qui se
La troisième partie, donc, qui se compose du programme d'action, c'est un peu j'allais dire, le cœur de la stratégie, hein, qui se décline en 12 orientations et en 72 mesures, comme c'est indiqué. Je peux même vous dire qu'il y en a une même qui a été rajoutée, ça fait 73 mesures maintenant, je vous expliquerai sur quoi. Et en fait, il y a 3 grands axes, hein. Donc, les axes, ce sont, en gros, ils se répartissent de la façon suivante. L'axe 1, c'est tout ce qu'on doit faire pour faire en sorte d'améliorer la compétitivité du fret ferroviaire. C'est un peu ce que je vous disais dans l'enjeu numéro 1, quoi, finalement, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, il y a effectivement plusieurs. Je préfère le décliner par axe. Après, donc on peut aller au stade suivant, puis on reviendra sur celui-là après. Donc voilà, l'axe 1, c'est faire du fret ferroviaire un mode de transport attractif, fiable et compétitif. Donc là, c'est effectivement, il y a 5 orientations. Là c'est améliorer la qualité de la réponse au client. Là, c'est plutôt de la responsabilité des opérateurs ferroviaires qui effectivement, surtout dans les propositions qu'avait fait l'Alliance 4F, qui a dit, bon, on prend notre part de responsabilité dans la stratégie et on fait un certain nombre de propositions en disant, ben voilà ce qu'on propose de travailler, de mettre en place pour faire en sorte d'améliorer la situation par rapport à la compétitivité du secteur. Donc effectivement, bon, là, je ne vais pas vous lire l'ensemble les 4 items, hein, c'est les principaux, là. Améliorer la qualité de la réponse aux clients. Le deuxième point, ça, on l'a vu aussi, ça fait partie le deuxième enjeu, c'est améliorer la qualité de service de l'infrastructure. Et là, effectivement, il y a plusieurs axes de travail et plusieurs mesures qui relèvent de ça. Il y en a beaucoup même. C'est effectivement avec toutes les questions de la circulation des trains de fret, les questions d'améliorer la qualité des sillons, d'améliorer l'accès au réseau pour les trains de fret, et toutes les possibilités de coopération avec les entreprises ferroviaires sur le fait d'améliorer la qualité de service, notamment les régimes d'accord cadre, etc. Le troisième point, c'est effectivement, on revient un petit peu chez les opérateurs, pour les opérateurs de fret, c'est renforcer la compétitivité du rail, c'est-à-dire effectivement faire en sorte de rendre le fret ferroviaire plus compétitif, notamment par une amélioration de la productivité chez eux, mais aussi par une accentuation du soutien financier de l'État, et aussi des mesures en matière d'allègement de la réglementation et des règles de sécurité. Le quatrième point, c'est un sujet important, c'est effectivement investir dans l'innovation et la digitalisation. Donc, effectivement, il y a tout un volet de numérisation là, et de digitalisation, d'une part chez les opérateurs à travers des nouveaux projets qui permettent d'améliorer les choses, notamment il y a effectivement les essais de freins digitaux, des projets de ce type-là, l'attelage automatique, etc. Et puis le cinquième point, c'est faire du fret ferroviaire en mode de transport plus vert, c'est-à-dire effectivement toutes les actions en matière qui apportent les actions en termes d'utilisation de motorisation électrique ou hybride, et puis lutter contre la pollution sonore également. Donc ça, c'est l'axe 1. L'axe 2, qui est l'axe qui permet d'agir sur tous les potentiels de croissance. Donc là, on a recensé effectivement tous les axes d'action où on pouvait se développer, où on pouvait aller chercher de la croissance dans le fret ferroviaire, donc à l'intérieur même du marché, mais aussi en coopération avec
avec d'autres acteurs comme les ports maritimes ou le transport fluvial. Donc, à l'intérieur du marché, on agit sur les 4 segments de marché, hein, le train entier, le wagon isolé, le transport combiné, les autoroutes ferroviaires. Je me dépêche un peu parce que je pense que je suis un peu à la bourre, non? Et après, donc, Tout va bien pour effectivement, l'instant. s'appuyer sur les potentiels de croissance des ports maritimes, ça c'est un axe important. Jouer sur la mutualisation et le transport fluvial, et effectivement, inscrire le développement du fret ferroviaire dans une dimension européenne. Ça, effectivement, c'est notamment agir sur tous les trafics internationaux. Il faut savoir que l'international, ça pèse, pour le fret ferroviaire français, ça pèse plus d'un tiers, enfin entre 35 et 40% de l'ensemble des flux, hein. Donc, c'est quand même important. Et là, bon, on joue sur les corridors, enfin, améliorer l'efficacité des corridors européens et action en faveur de la création de nouveaux financements de l'Union européenne. Et enfin, l'axe 3, qui est donc ça, le suivant, qui porte sur accompagner la modernisation et le développement du réseau. Donc, en travaillant sur le réseau structurant, donc avec tous les efforts d'investissement et de régénération qui sont en cours, et la poursuite du déploiement de l'ERTMS, l'accélération du déploiement d'un réseau pour la circulation des trains longs et lourds. Et puis après, effectivement, il y a tout un volet de modernisation d'infrastructures spécifiques qu'on peut faire, notamment grâce au plan de relance, qui porte, enfin, les points les plus importants, c'est effectivement les lignes capillaires fret et les voies de service dans le cadre du plan de relance. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, il y a le dernier volet qui est effectivement le fait qu'on intègre, qu'on va avoir besoin de capacités supplémentaires pour pouvoir absorber la croissance du fret ferroviaire et qu'il va falloir investir dans le développement de nouvelles capacités. Voilà, je pense que c'est à peu près terminé. On pourra revenir, si vous voulez, à travers vos questions, peut-être, sur effectivement la coordination avec les ports enfin, se pencher peut-être sur ce sujet-là, ça vous intéresse peut-être plus que d'autres actions, avec les ports ou le fluvial, ou même s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à m'en poser et puis voilà. Alors peut-être dernier point, vous dire qu'en même temps que la stratégie a été publiée donc en septembre 2021, il y a eu aussi la signature d'un pacte pour le développement du fret ferroviaire avec 4 co-signataires que sont effectivement l'Alliance 4F, l'AUTF, donc l'Association des chargeurs, la SNCF Réseau et l'État. Et ce pacte ferroviaire, donc, qui en gros définit le fait que chacun des acteurs s'engage quelque part à mettre en œuvre, pour ce qui le concerne, la stratégie qui vient d'être publiée. C'est en gros ça, c'est un engagement de chacun des acteurs à faire en sorte de mettre en œuvre les mesures qui ont été décidées. Et il y a eu aussi dans ce pacte-là la définition de 6 indicateurs. Et c'est ces 6 indicateurs qui font l'objet, si vous voulez, dans le cadre du suivi de la stratégie, de la mise en œuvre de la stratégie, de cette fameuse 73e mesure dont je vous parlais tout à l'heure, en disant on a créé une nouvelle mesure, c'est la 73e, c'est avec les 6 indicateurs qui figurent en fin du pacte ferroviaire. Voilà, il y a 6 indicateurs qui ont été définis, enfin, j'allais dire 6 thèmes sur lesquels il va y avoir des indicateurs. Maintenant, il faut qu'on définisse précisément les indicateurs et qu'on les suive de manière régulière. Et le suivi de cette stratégie a déjà commencé, puisqu'il y a des réunions régulières, en gros tous les 2 mois, 2 mois et demi, pour voir l'état d'avancement des différentes mesures. Voilà. Voilà, ben, écoutez, je vous remercie de votre écoute et je suis prêt à répondre aux questions. Voilà. Merci beaucoup, Henri. Je suis sûr qu'il va y en avoir. Moi, j'en ai déjà noté quelques-unes, mais je vais peut-être d'abord laisser
laisser la place à à nos adhérents. C'est très intéressant ce que vous avez présenté, Henri, hein, l'approche qui est relativement, enfin qui est même très générale, hein, ça couvre, ça va depuis, effectivement, on voit, enfin, les opérateurs sont inclus, je dirais, dans cette stratégie. C'est pas, ouais, voilà. Donc j'imagine d'ailleurs qu'ils sont très mobilisés. Enfin, vous avez répondu déjà un peu à cette question-là avec le pacte qui a été signé. Mhm. On voit que c'est une approche assez générale. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Alors, je vais essayer de voir si vous pouvez. Est-ce que j'ai quelqu'un qui lève la main? Non, pas encore. Alors, le temps de se lancer, moi j'en ai une. Euh, l'idée, alors clairement, c'est pas de jouer au bon élève régional, hein, dans ce que je vais dire, hein, mais on a fait avec l'Axe Nord et SNCF Réseau une étude sur les points plus ou moins durs qui naîtraient de la réalisation de cette stratégie. C'est-à-dire, en gros, si on doublait demain matin les trafics qui sont sur notre territoire, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le réseau tient et sinon, où est-ce que ça bloque? Donc ça, donc c'est un gros travail qui est mené en parallèle avec SNCF Réseau et l'Axe Nord. Est-ce que on sait que la majorité des flux, vous l'avez indiqué, la majorité des flux sont au moins interrégionaux, enfin disons plutôt longue distance, voire internationaux. Comment ça se passe dans les autres régions? Est-ce qu'il y a des travaux similaires? Je sais que l'Allemagne a mis sur la table un gros paquet d'argent pour l'infrastructure. Et comment ça s'organise, je dirais, au niveau national, mais aussi peut-être un peu au niveau européen? L'Italie, l'Espagne, est-ce qu'ils sont dans cette même dynamique? Ou finalement, est-ce qu'on est un peu seul, je dirais, bon, avec l'Allemagne quand même, mais Alors, déjà, pour la question sur les régions, effectivement, comme vous l'avez indiqué, Fabien, j'allais dire, on va dire la région Hauts-de-France, et puis dans le sens large du terme, hein, c'est-à-dire toutes les structures qui se retrouvent, sont dans la région Hauts-de-France, dont Orly fait partie. Effectivement, j'allais dire, on peut être en temps d'avance par rapport à d'autres régions. C'est-à-dire que vous, bon, déjà d'une part, la part de marché du fret ferroviaire dans la région Hauts-de-France, elle est déjà à hauteur de 18%, alors qu'elle est en moyenne de 9% sur l'ensemble du territoire national. Donc vous, si on prend simplement votre région, quelque part, vous avez déjà atteint l'objectif qui a été fixé pour 2030. Bon, faut pas raisonner comme ça, parce qu'il faut raisonner en s'appuyant aussi sur les régions qui sont fortes et qui ont quand même une valeur d'entraînement par rapport à d'autres régions. Alors, tout le travail qui a déjà été fait en région de France, finalement, il a été un peu, enfin pas un peu, mais même il a été, j'allais dire, basculé, il a été utilisé, il est utilisé, et il va être travaillé dans le cadre de la plateforme Service Infra Nord. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu la mise en place, ça j'en ai pas trop parlé, mais c'est un élément aussi très important de la stratégie, sur lequel la stratégie s'appuie, et ça fait partie d'ailleurs des mesures de la stratégie, c'est effectivement s'appuyer sur tous les travaux des plateformes services infra. Donc il y a 8 plateformes services infra donc, qui ont été mises en place par réseau, mais qui sont présidées par des représentants du CGDD, hein, de l'État, donc, et qui font tout un travail déjà de connaissance des circulations fret sur leur territoire, et tout un travail de prospective aussi concernant les besoins fret pour les années futures, qui permettront justement de faire en sorte de quelles sont les perspectives de développement plateforme par plateforme, sur même ça va parfois sur tel segment de marché, etc. Donc, tout le travail qui a été fait, qui a été fait dans la région Hauts-de-France sert un peu de modèle, si vous voulez, pour les autres régions en matière de recensement de trafic et d'études prospectives, si vous voulez,
des besoins pour les prochaines années en matière de développement de trafic et des besoins d'infrastructure. Et c'est là qu'on en vient, c'est-à-dire qu'on dit, compte tenu des évaluations, des estimations de développement de trafic sur telle ou telle région, on s'aperçoit que à certains endroits, à infrastructure constante, on ne s'en sortira pas. Donc, il va falloir investir justement pour créer, j'allais dire, dans le développement de nouvelles capacités d'infrastructure. C'est un peu le point 12 là. Mais effectivement, il faut recenser en gros, et ça a déjà été fait en partie dans la région de France, il faut recenser en gros les endroits où ça coince, quoi, les endroits où ça sature, où il y a trop de circulation, fret, voyageurs, etc., pour pouvoir écouler toutes les circulations, et les endroits où il faut créer de nouvelles capacités. Alors après viendra effectivement enfin, je veux dire, la capacité de financer ça, tout ça. Et ça, c'est un peu le travail qui va être repris par le recensement, déjà, c'est une première chose. Et après, il y a le travail qui va être repris par le COI, c'est-à-dire le Conseil d'orientation des infrastructures, qui va justement mettre en avant les besoins nécessaires pour arriver à faire face aux circulations futures et essayer de travailler justement sur les possibilités de financement de ces infrastructures. Voilà. Alors après, sur le deuxième volet de votre question, c'est-à-dire sur le côté international, il faut dire qu'il y a j'allais dire, il y a une dynamique générale au niveau européen pour essayer de développer le fret ferroviaire. Donc ça, c'est quand même un axe fort de la Commission européenne de vouloir développer le fret ferroviaire, etc. Alors effectivement, les États, l'Allemagne investit beaucoup. Les autres États, à ma connaissance, à vrai dire, j'ai pas trop suivi quelles étaient les perspectives pour les autres États. Alors, l'Italie, il me semble qu'aussi ils ont la volonté d'investir aussi, mais je ne sais pas s'il y a vraiment un plan qui est prévu. Bon, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de pays déjà qui soutiennent fortement le fret ferroviaire, ce qui leur a permis d'ailleurs d'avoir une part de marché sensiblement supérieure à celle qu'il y a en France, mais à travers notamment déjà une politique d'investissement dans les infrastructures depuis de nombreuses années, mais aussi une politique de soutien aux services, comme l'Autriche, comme bon, la Suisse, c'est en dehors de l'Europe, mais enfin bon, voilà, l'Autriche, c'est un peu le bon élève, la Belgique également, bon, à travers tout le soutien, notamment au transport combiné, aux wagons isolés, etc. Mais globalement, c'est vrai que j'ai pas trop suivi. Il y a une volonté générale au niveau européen de développer le fret ferroviaire. Mais après la déclinaison dans chaque pays, j'avoue que bon, j'ai pas une vue très précise. Hormis effectivement, ce qu'on sait, c'est que l'Allemagne prévoit d'investir fortement dans les prochaines années. Oui. Ouais. Je pense que s'il y avait eu une volonté aussi marquée que la volonté allemande dans d'autres pays, autant que l'Allemagne, on en aurait entendu parler Oui, jusqu'ici. certainement, ouais. Donc voilà, je pense qu'on est sur quelque chose de volontariste, mais pas forcément de suivi par des euros sonnants et trébuchants. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y, Christophe, ouais. Oui, c'est visio. Bonjour à tous. Oui, j'ai hésité pendant une seconde, mais... Oui, moi j'avais une question particulière, hein, donc je représente la MEL, et moi, dans ce programme d'action, j'aurais voulu savoir comment l'État envisageait le rôle des collectivités, style métropole, qui sont chargées d'organiser leur mobilité, hein, mais qui doivent s'inscrire dans ce plan global, dans ce schéma directeur un petit peu futur. Donc voir un petit peu qu'attend l'État des collectivités telles qu'une métropole.
Ben, c'est une bonne question. Il y a une mesure qui parle, enfin, il y a une mesure hein, dans les 72, il y en a une qui parle de ça. En fait, c'est la mesure, je suis 35 de mémoire. C'est effectivement voir un petit peu quelles sont les possibilités pour essayer de faire en sorte que le fret ferroviaire soit le plus utilisé possible pour l'approvisionnement des grandes métropoles, en fait, voilà, des grandes métropoles ou des grandes agglomérations. Et normalement, il y a il y a donc cette mesure et il y a un groupe de travail qui doit se monter sur ce sujet-là. Cette mesure en gros, a été confiée à Xavier Yves Valère, que vous connaissez tous, je suppose, dans la région de France, en tant qu'effectivement chargé de mission là, auprès de Marc Lapinuti, hein, le DGITM, sur tout ce qui est fret et logistique. Hein. Donc, si vous voulez, il doit mettre en place un groupe de travail pour réfléchir justement à améliorer le fait que on aille le plus loin possible avec le mode ferroviaire pour approcher les grandes métropoles et les grandes agglomérations. Mais pour l'instant, on en est au stade enfin, je veux dire, de la volonté de faire. On n'est pas rentré vraiment dans le sujet. Et justement, on a besoin à la limite ou des expériences, c'est parce qu'il y a peut-être des expériences à certains endroits, hein, il y a des expériences même certainement à certains endroits de certaines métropoles, ou des propositions de certaines métropoles sur ce sujet-là, quoi. Voilà. Oui, parce qu'il y a des documents structurants comme les SCOT, comme le PLU, je prends de Lamel, qui doivent pouvoir prendre en compte ces évolutions. Et donc, il est nécessaire de pouvoir se pencher sur, par exemple, le foncier qui serait disponible pour permettre Voilà. l'accessibilité au réseau ferroviaire. Oui, oui, tout à fait. Mais dans ce cas-là, effectivement, je vous invite enfin, s'il y a des propositions, enfin, si vous avez effectivement des propositions ou une volonté de travailler là-dessus, de vous rapprocher de Xavier Valère, ouais. Ouais, bah, c'est parfait. Effectivement, on le connaît bien ici dans la région il a longtemps été Oui, oui. officier à nos côtés. Sur le sujet, d'ailleurs, Monsieur Lemaitre nous fait par écrit du fait qu'à Lille, notamment, il y a une boucle ferroviaire qui fait le tour de l'île à travers Mhm. toute la première couronne et qu'elle est raccordée en fait à la raquette de l'Homme-Délivrance et d'autres gares avec des espaces disponibles comme la Madeleine, par exemple. Alors, effectivement, je pense qu'il y a sans doute un travail à mener ou des exemples à faire part voilà, à Xavier Valère et au ministère sur le sujet. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce qu'il y a peut-être juste, avant de donner à nouveau la parole à quelqu'un, s'il y a une question, et ça va, à mon avis, il y en a peut-être déjà une. Attendez, évidemment. Oui, Denis, vas-y. Oui, d'abord, merci pour cette présentation très claire. Bon, on voit bien effectivement la dynamique du ferroviaire, la volonté de l'État qui s'affiche et avec des ambitions importantes en termes de doublement de la part modale. En France, même si dans les Hauts-de-France, on est plutôt le bon élève, mais nous, il faudrait qu'on vise plutôt 25% en 2030 si on veut. Et la question, c'est quand on discute avec SNCF Infra, par rapport aux enveloppes qui sont octroyées pour maintenir le niveau de service du réseau, ils nous annoncent 3 milliards d'euros par an pour le territoire complet. Et ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'en dépit de cette somme assez colossale, ils ont l'air de dire que ça permettra de maintenir le niveau, mais pas effectivement d'avoir un développement de nouvelles capacités. Et Mhm. comme l'a expliqué tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait, mais enfin peu importe, techniquement, c'est forcément au travers de nouvelles capacités
on va avoir un développement, la saturation du réseau existant, même totalement régénéré, ne va pas nous permettre d'avoir un développement pour atteindre les objectifs. Alors, comment tout ça, ça s'inscrit? Est-ce qu'on a vraiment les moyens financiers de nos ambitions? Et l'autre question, c'est sur le plan de relance, le milliard d'euros 2021-2022. Est-ce que les enveloppes sont fléchées et quelles sont-elles? Oui. Alors donc sur le premier point, ben, c'est exactement ça la problématique. Effectivement, c'est investir dans le développement de nouvelles capacités. Je suis d'accord avec vous, hein. On ne pourra pas à capacité constante, à réseau constant, même modernisé, même régénéré, on ne pourra pas assurer le développement. Donc, il va falloir investir. Ben, c'est tout le sujet dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut recenser les endroits où effectivement il y a besoin de ces capacités, les nœuds ferroviaires, les endroits vraiment où ça coince en termes de fluidité de trafic, etc. Faut faire remonter ça au COI, hein, au COI, mais c'est en grande partie, j'allais dire, c'est en partie, ça remonte de la part des acteurs locaux des régions, mais ça remonte aussi à travers tout le travail des plateformes services infra, hein, qui ont quand même pour rôle aussi ben justement de faire un recensement des besoins à horizon, des besoins de capacité à horizon temps et un recensement des besoins d'investissement sur de nouvelles capacités pour pouvoir assurer ce développement. Donc, c'est à travers tout ça que ça va remonter au COI. Et puis après, ben, ce sont effectivement, pour l'instant, il y a pas, entre guillemets, d'enveloppes qui sont prévues, tout ça, parce qu'on est au début du processus, hein, et puis on n'est pas en capacité de recenser de manière exhaustive l'ensemble des besoins et de les chiffrer. Mais c'est tout le travail qui va être fait. Et après, bon, après, ça va être des décisions politiques, effectivement, hein, en disant, ben, effectivement, si on veut être, si on veut se donner les moyens de son ambition, il va falloir investir à tel ou tel endroit pour pouvoir permettre de faire circuler plus de trains à tel endroit. Voilà, ça c'est le premier point. Mais ça va être fait. Premier travail, plateforme infraservice. Deuxième travail, COI. Et puis après, ben, discussion politique via peut-être les CPER, etc. Hein, aussi, hein, qui vont effectivement après ben, faire des choix politiques sur le sujet. Le deuxième point sur le plan de relance, en fait, il y a 1 milliard d'euros. Hein. Il y a 1 milliard d'euros, enfin au total, hein, 1 milliard d'euros, dont 500 millions donnés par l'État. Les 500 millions autres, c'est du financement ou des collectivités locales, ou de SNCF Réseau, ou de l'Europe. Alors, j'allais dire, il y a 6 grands items hein, sur ce plan de relance. Il y a le premier paquet qui sont les installations terminales. Donc, les installations terminales, c'est effectivement les bouts, j'allais dire, là où on va jusqu'au bout du réseau. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a les terminaux multimodaux, il y a les cours de marchandises, il y a les ITE, les installations terminales embranchées, hein, chez les chargeurs, et il y a les accès ferroviaires aux ports fluviaux. Voilà. Donc, ça, c'est le premier gros paquet. Le deuxième paquet, ce sont les voies de service et les installations de tri. Les voies de service, ce sont en fait les voies qui permettent aux entreprises ferroviaires de pouvoir travailler. Hein. Sur des voies de service, il y a souvent des constitutions de trains, des relais de trains, des relais mécaniciens, machines. Enfin, c'est un outil essentiel j'allais dire, dans l'organisation du travail des entreprises ferroviaires. Les installations de tri, c'est qu'il y a aussi un programme de rénovation
des installations de tri dans les triages, enfin dans les 4 triages, notamment qui continuent à fonctionner à la gravité. Alors, il n'y en a pas dans la région Hauts-de-France, hein, mais c'est Le Bourget, Miramas, près de Marseille, Ciblin, près de Lyon, et puis Wapi, près de Metz, Le Bourget en région parisienne. Ça, c'est lié, si vous voulez, au fait qu'il y a une relance aussi, enfin, il y a une aide du moins qui a été donnée aux wagons isolés et qu'on veut relancer ce segment de marché. Et pour pouvoir le relancer, il faut pouvoir s'appuyer sur des installations qui sont modernisées. Le troisième point de ce plan de relance, c'est effectivement l'amélioration des gabarits sur le réseau, hein. Enfin, tous les travaux qui sont liés à l'amélioration des gabarits. Le quatrième, c'est effectivement tous les travaux sur le réseau liés à la circulation des trains lents et lourds. Le cinquième, et il est très important, c'est toute la problématique du capillaire fret. C'est-à-dire, effectivement, il y avait une démarche qui a été initiée depuis plusieurs années, mais qu'on a renforcée dans le plan de relance pour donner plus d'argent pour rénover les capillaires fret. Et la sixième partie, c'est la digitalisation, notamment chez SNCF Réseau pour améliorer leur process de fonctionnement. Voilà. Donc, voilà à peu près les grands items du plan de relance. Faut savoir qu'en ce moment, il y a une bonne dynamique sur tout ce qui est ITE, c'est-à-dire que après avoir, enfin, ça fait quelques années où il y avait peu de projets de modernisation ou de création d'ITE, depuis le plan de relance et surtout depuis que, à travers le plan de relance, on a décidé d'apporter aussi une part au cofinancement, une part État au cofinancement public, alors qu'avant, elle était fléchée que sur les collectivités locales, les régions notamment. On peut dire que, et puis du fait aussi de la nouvelle dynamique sur le ferroviaire engendrée par 4F, mais aussi une plus grande appétence des chargeurs qui effectivement ont apprécié ce qui s'est passé pendant le Covid pour le fret ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble des acheminements et l'ensemble des commandes ont pu être honorés, même si les commandes étaient plus faibles qu'auparavant, compte tenu de la situation. On peut dire que le fret ferroviaire a redoré, entre guillemets, un peu son image lors de la crise Covid, avec notamment une très bonne qualité de service et le fait que toutes les commandes de circulation ont pu être honorées. Donc, quelque part, cette nouvelle dynamique pour le fret ferroviaire se traduit par des projets nombreux sur des créations, des modernisations d'ITE. Voilà. Merci beaucoup, Henri. Merci pour la question. Avant de passer la parole à Monsieur Defrance qui a une question, je fais juste un petit passage sur ce qui s'est écrit sur le chat. On posait la question de l'intermodalité fer-fleuve. Il y a déjà eu quelques échanges et des réponses. Ça se fait déjà, notamment dans notre région, hein. On en avait entre Anvers et Marseille via Lille ou Dourges pour des flux spécifiques. Donc ça fonctionne. Par ailleurs, SNCF Réseau et VNF ont signé un accord de coopération. Alors, je ne sais plus le terme exact, mais en gros, ils s'engagent à travailler. Je crois que ça a déjà commencé dans le détail sur comment faire de l'intermodalité fer-fleuve, ou en tout cas développer ces trafics-là. On nous souligne et signale l'effet frontière, qui est un sujet qui semble important, et donc peut-être c'est un sujet sur lequel on doit travailler. Et puis, voilà, alors je ne vais pas replonger. Une dernière question, Monsieur Defrance, si vous voulez bien, et puis après on passe à la deuxième présentation et on a un autre temps d'échange après. Et il y aura peut-être là aussi des conjugaisons entre les sujets ferroviaires et portuaires. Oui, je vous remercie. Donc, Pierre Defrance, moi je suis le chef du département voies ferrées portuaires au port de Dunkerque. Et je profite de toutes les tribunes qui me sont offertes pour vous faire part d'une difficulté réglementaire qui nous oppose un petit peu à SNCF Réseau. Comme vous le savez, le port de Dunkerque est en bout de ligne
et donc raccordé au réseau ferré national. Et au moment où les réseaux ferroviaires portuaires ont été confiés aux ports autonomes de l'époque, le législateur avait pris soin de modifier le Code des transports, et notamment l'article 5351-3, qui précise que l'établissement, la modification ou la suppression d'un raccordement ferroviaire entre le réseau ferré national et les voies ferrées des ports autonomes de l'époque, et le financement était assuré par SNCF Réseau. Or, lorsqu'on sollicite l'accompagnement de SNCF Réseau, notamment au niveau régional, la direction départementale, enfin, la direction régionale de SNCF Réseau nous dit bon, l'article, certes, il précise qu'on vous doit des choses, mais nous, on n'a pas les financements associés. Et ça, c'est rédhibitoire pour améliorer l'interopérabilité qu'il doit y avoir entre les ports et le réseau ferré national. Voilà, je voulais faire part de cette difficulté que l'on a avec SNCF Réseau, parce que le Code des ports a beau préciser les choses, dans la vraie vie, SNCF Réseau ne nous accompagne pas dans le financement de ces nouvelles créations de raccordement avec son réseau. Merci beaucoup. Ce n'était pas réellement une question, mais c'est vraiment un sujet fondamental, clairement, et ça a été abordé déjà une fois, effectivement, l'adéquation entre le financement enfin, le financement, c'est un point clé. C'est un point clé, et effectivement, il est absolument nécessaire que vous l'avez dit, hein, les frais d'infrastructure, enfin les coûts de l'infra sont monumentaux. Et donc, c'est clairement un sujet sur lequel on doit, enfin, il faut vraiment que collectivement, on puisse avancer là-dessus. Je voudrais juste préciser les choses, hein, pour dire un petit peu la difficulté que l'on va avoir. Vous n'êtes pas sans savoir que l'entité Vercor a choisi Dunkerque comme point d'attache pour créer son usine de construction de batteries électriques. Société qui souhaite être accordée par une ITE aux voies ferrées portuaires de Dunkerque. Et ça, on va le faire sans difficulté. Sauf que cette nouvelle création d'ITE s'accompagne d'une modification d'interface que nous avons avec SNCF Réseau. Et nous, donc, on se réfugie derrière cet article du Code des transports. Et malgré que ce soit écrit noir sur blanc, j'insiste lourdement parce que c'est très impactant pour nous. SNCF Réseau nous dit à la fois on n'a pas de financement et on n'a pas les ressources pour vous accompagner. Et ça, c'est de nature à faire capoter de gros sujets. Alors, s'ils sont capables de porter un tel discours pour une entité Vercor dont on annonce qu'elle va peut-être créer sur Dunkerque 2000 emplois, j'ose pas imaginer ce qu'elle est capable de dire et de faire à un céréalier qui fait 3 trains semaine en pleine campagne céréalière. Voilà, je voulais le souligner. Et vous avez raison. En fait, excusez-moi, le sujet, c'est effectivement que, compte tenu de nouvelles installations, etc., qu'il faut changer, il faut faire des modifications d'infrastructure sur la jonction entre le RFN et les voies ferrées des ports, c'est ça? Oui, comme vous le savez, lorsqu'on a confié au port autonome de l'époque, devenu depuis le Grand Port maritime de France, les réseaux ferroviaires étaient très imbriqués. Historiquement, SNCF n'a pas conçu un réseau ferroviaire pour qu'un jour, il puisse être géré par 2 gestionnaires d'infrastructures différents. Donc, nous avons encore des réseaux très imbriqués. Ce n'est pas parce qu'on raisonne en 2GI qu'il y a 2 barrières post-frontières qui séparent les 2 réseaux. Les trains, ils doivent passer d'un réseau à un autre, et ce, de manière transparente. Donc, on a des réseaux très imbriqués, et je pense à la signalisation ferroviaire. Et donc, dès lors qu'on se trouve chez nous et que l'on veut modifier les installations, ça a un impact sur le poste d'aiguillage extérieur, en l'occurrence celui des SNCF Réseau. Et donc, nous, on se réfugie toujours derrière cet article en disant accompagnez-nous, parce qu'il faut qu'on puisse aussi modifier vos installations. Et là, c'est un dialogue de sourds. Ouais. On supportera aussi votre voix, Monsieur de France, dans tous les travaux qu'on mène sur ce sujet-là, notamment
dans les groupes de travail avec la plateforme Infra, etc. Il ne faudra surtout pas hésiter à nous faire remonter ce sujet-là. On essaiera d'apporter Ouais. notre poids à Il ça. faut voir, enfin, je parle à Morgane Mosas, là. Faudra qu'on en parle aussi entre nous, peut-être, hein, parce que je ne sais pas si dans les mesures du plan de relance portuaire, faudrait regarder un petit peu, hein, les actions qui sont prévues, notamment sur Dunkerque, et cet aspect-là, si ça a été déjà si ça a été identifié et voir si on peut pas travailler là-dessus. Enfin, j'en sais rien. Enfin, je sais que le plan de relance portuaire il est arrêté maintenant, on peut pas rentrer de nouvelles actions. Mais bon, voir un peu comment on peut améliorer les choses, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est un facteur bloquant, ça. Si on n'arrive pas à faire travailler, à travailler en sorte que les deux réseaux puissent être circulés de manière fluide, ça va pas, quoi. Voilà. Bah, merci beaucoup, parce qu'en fait, ça nous fait quand même une transition absolument parfaite vers l'intervention d'après, Monsieur Mosas, d'accord, qui vient nous présenter et se concentrer sur le portuaire, et notamment la performance, l'observatoire de la performance, et comment cet observatoire qui a été mis en place s'imbrique ou s'articule avec la stratégie nationale portuaire. On voit que les sujets sont intimement liés avec le ferroviaire, on l'a eu un exemple à l'instant. Écoutez, je vous laisse la main. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je vais faire donc une présentation sur l'Observatoire de la performance portuaire et des chaînes logistiques. Donc, je suis chef de projet au sein de la sous-direction des ports. C'est une sous-direction qui est dans la même grande direction que vous a présenté Henri Serré, donc la DTSSP. Donc, je vous indiquais, donc, je suis au sein de la sous-direction des ports, et la sous-direction des ports est la sous-direction qui assure la tutelle des grands ports maritimes et aussi du port de Strasbourg. Alors, je vous propose, au cours de cette présentation, tout d'abord de vous rappeler le contexte dans lequel l'Observatoire a été mis en œuvre. Vous présenter également les enseignements clés de cet observatoire, donc pour l'édition 2020, en vous présentant les différents axes de cet observatoire, et en faisant aussi un focus sur certains points sur le port de Dunkerque, puisque je m'adresse à des acteurs donc des Hauts-de-France, du Nord. Et enfin, pour finir, avec des perspectives pour 2022-2023, puisque nous sommes actuellement en train d'actualiser des données et même de définir, déterminer les derniers nouveaux indicateurs pour la nouvelle édition. Alors, il faut rappeler que c'est à la suite d'un travail de plusieurs mois au sein duquel il y a plusieurs acteurs portuaires, opérateurs, collectivités, services de l'État ont travaillé en 2019 pour aboutir à une nouvelle stratégie nationale portuaire qui a été adoptée en janvier 2021 par le Premier ministre lors du dernier CIMer, et qui avait donc pour ambition forte de faire en sorte que les ports, les grands ports maritimes français soient plus compétitifs, et surtout en accent, en priorité des actions sur les trois grands axes fluviaux-maritimes de la France, l'axe de la vallée Seine, l'axe nord et l'axe Rhône-Méditerranée. Cette stratégie nationale portuaire, elle se structure autour de 4 grands axes stratégiques. Tout d'abord, un axe qui porte sur la performance des chaînes logistiques, essayer de faire en sorte que les ports soient des maillons plus compétitifs des chaînes logistiques, et mieux les mettre en interface avec les différentes chaînes logistiques, et en termes aussi de développement industriel. Donc, ça passe par plusieurs actions dans le domaine du développement de filières d'avenir, pour améliorer aussi le passage portuaire, évaluer et valoriser les performances des ports. Donc, c'est justement l'objet de cette présentation avec l'Observatoire. Le deuxième axe porte plus sur l'articulation à renforcer entre le port et son territoire, à faire en sorte que les ports soient outils de développement économique des territoires, donc qu'ils puissent permettre l'implantation de nouvelles activités avec une gestion de leur foncier qui
qui soient plus dynamiques, qui puissent être acteurs, animateurs de leur place portuaire en devenant des ports entrepreneurs, et également développer bien sûr les liens avec leur hinterland. Troisième axe porte sur la transition écologique, en raison donc de leur espace, de leur foncier et des grands enjeux aussi de décarbonation auxquels ils sont confrontés. Les ports peuvent être des grands hubs de la transition écologique, aussi bien dans le domaine de l'économie circulaire, l'écologie industrielle, développer l'accès à des carburants alternatifs, et aussi faire en sorte que on valorise aussi tous les acteurs qui font des efforts en faveur de la transition écologique avec un écolabel. Et dernier axe porte sur l'innovation et la transition numérique, puisque si on souhaite un passage plus fluide pour le passage portuaire, il faut effectivement faire en sorte que tous les outils digitaux puissent être développés. Alors l'observatoire, il porte déjà sur l'ensemble des ports de métropole et d'outre-mer. Mais comme je l'indiquais, donc il y avait ce prisme en priorité sur les grands ports maritimes et sur les grands axes portuaires. Et après avoir eu, lors de précédentes éditions, notamment la dernière édition, c'était en 2013, c'était principalement sur les données de coûts, puisque finalement les précédentes éditions des observatoires s'appelaient Observatoire du coût du passage portuaire. Donc c'était intéressant de voir que finalement c'était le critère principal finalement retenu pour analyser la compétitivité d'un port. L'idée avec cet observatoire, c'était vraiment de développer sur d'autres critères qui puissent donc évaluer aussi, comme j'ai pu l'indiquer, les performances aussi liées aux activités industrielles, l'attractivité, la fluidité du passage portuaire, ou dans le domaine de la transition écologique et numérique. Donc pour nous, cet observatoire, il vise à assurer le suivi de cette stratégie nationale portuaire et bien sûr aussi à évaluer les politiques publiques portuaires, à contribuer aussi à la communication pour faire en sorte qu'on puisse valoriser les atouts des ports français et mieux mettre en valeur justement les bons résultats des ports français face aux ports concurrents, et qui puisse aussi être un outil qui permette des échanges autour de données objectivées sur les places portuaires, donc qui puisse être aussi pris et dont les indicateurs puissent être vraiment partagés avec tous les différents acteurs portuaires pour pouvoir prendre des décisions à leur échelle. Alors en termes de méthodologie, on a eu beaucoup d'échanges avec les ports. Il y a également différentes parties prenantes qui ont été mobilisées. On a pu aussi donc échanger avec des acteurs, des clients, des ports, des clients portuaires. Et nous avons été accompagnés pour ce travail par le cabinet de consultants BCG. Et plusieurs sources de données ont pu être aussi recueillies, aussi bien auprès des ports qu'auprès de bases de données sur la compétitivité opérationnelle, par exemple, ou auprès de données sur le commerce et le développement international. Alors, je l'indiquais, c'est qu'il porte sur un champ assez vaste sur les grands ports maritimes et aussi Calais, il faut le préciser. Le choix a été fait donc de le porter sur les différentes activités, néanmoins en mettant davantage le projecteur sur les trafics conteneurs. Cet observatoire sera actualisé à un rythme biannuel, donc la prochaine édition que nous sommes en train de préparer est prévue pour début 2023. Cet observatoire il se structure autour de 5 axes. Il reprend les 4 axes de la stratégie nationale portuaire, auquel on a ajouté un 5e axe, qui est un axe plutôt descriptif, qui présente un peu une photographie de l'activité des ports, des infrastructures des ports. Alors, pour l'édition de 2020, qui a été rendue publique en 2021, le choix avait été fait de pouvoir faire un travail assez approfondi avec plus d'une centaine d'indicateurs. Néanmoins, on avait fait le choix de pouvoir recueillir, de mettre en valeur certains indicateurs clés. Donc là, vous voyez, ce sont pour l'édition 2020, la trentaine d'indicateurs clés qui avaient été retenus. Et nous verrons à la fin de cette présentation les nouveaux indicateurs clés que nous sommes en train d'ajuster.
Alors, tout d'abord, sur les enseignements clés de l'Observatoire. Alors, ce qui est intéressant de rappeler, c'est que c'est bien de donner aussi des résultats positifs, c'est que pour les années 2012-2019, on a pu mettre en évidence que les revenus générés par les ports augmentaient de façon régulière, plus 3% de croissance annuelle sur cette période, et que les ports français partageaient ensemble tous des points forts. Tout d'abord au niveau des systèmes d'information. On a pu mettre en évidence qu'il y avait un bon niveau d'interconnexion entre les systèmes d'information au sein de l'ensemble des GPM, donc tous les GPM sont concernés. Une bonne dynamique autour des projets de transition écologique, et on pourra le voir dans l'axe quand on passera en revue l'axe 3. Un temps moyen d'opération maritime relativement compétitif, donc c'est-à-dire lors de l'arrivée, avant l'arrivée au quai pour réaliser les opérations et pour le départ du navire du port. Et également des procédures douanières qui restent plutôt fluides et qui répondent aux attentes des clients et des usagers des ports. Alors sur la perception des clients, et donc ça a été justement un exercice qui a été réalisé, et je vais vous montrer ensuite quelques résultats. Donc c'est une cinquantaine d'armateurs, de consignateurs, de transitaires, de chargeurs qui ont été interrogés. Alors, c'est une démarche qui est à nuancer. Les clients des ports français soulignent d'une manière générale que la qualité des services au sein des ports français peut être améliorée. Bon, après, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est en 2020 que le travail a été fait et on sortait des grèves du décembre et janvier décembre 2019 et janvier 2020, ce qui a un peu terni finalement le résultat. Concernant le score LPI, qui est un index qui permet donc au-delà du portuaire d'évaluer et de comparer le positionnement en termes de logistique des pays, on voit que la France, effectivement, est moins bien classée, par exemple, que l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas, qui sont des ports qui accueillent des grands ports qui sont nos concurrents directs. Donc, a des efforts à faire en termes de logistique. Néanmoins, quelques bons résultats pour 2021, on peut glisser. Et donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes en lien souvent avec Eurogroup Consulting. Dans le baromètre de 2021, rappelez que finalement, déjà, plus de 50% du panel des chargeurs qui a été interrogé s'estimait très satisfait ou satisfait des places portuaires françaises, qui étaient quand même 16 points de plus comparé à 2020. Donc, on pourrait peut-être, et on l'espère, relativiser les résultats de cette perception de client pour 2020 et on verra pour 2022. Néanmoins, certains facteurs peuvent pénaliser nos ports. Donc, on peut considérer qu'il y a quand même des écarts de compétitivité prix et de compétitivité opérationnelle vis-à-vis des ports concurrents européens. On le verra par la suite. Certains terminaux donc, qui ne sont pas automatisés. Bon, ce n'est pas le cas dans tous les ports concurrents européens. Néanmoins, c'est peut-être des progrès à réaliser dans ce domaine-là. On a pu noter une offre en matière de connectivité maritime qui est plus limitée que les ports concurrents. Et également, en termes de connectivité intermodale, des progrès sont à faire puisqu'elle reste encore trop limitée comparée à des ports comme par exemple Anvers ou Hambourg, on le verra également. Alors, 2 slides pour vous présenter les critères principaux, donc les 3 principaux critères de performance des ports pour les chargeurs, transitaires et commissionnaires qui ont été interrogés. Donc, c'était sur un panel de 41 chargeurs et transitaires. Donc, on relève que c'est la compétitivité prix de la prestation globale qui ressort en priorité, ainsi que la fiabilité du port et les problématiques liées aux phénomènes exceptionnels pouvant bloquer les marchandises, donc les grèves, pour le dire simplement. On constate que les enjeux environnementaux sont placés en dernière position, donc ce qui est peut-être un peu regrettable. On espère que c'est des données qui pourront être prises de façon, considérées de façon
plus importante par les chargeurs, puisque les ports font justement des efforts dans ce domaine-là. Concernant les armateurs et les consignataires, donc là, ça a été un panel de 15 armateurs et consignataires qui ont été interrogés. De même, c'est la compétitivité prix qui apparaît comme un des principaux critères de performance. Les aspects opérationnels, donc ce qui est normal, c'est que les armateurs donc, souhaitent effectivement que donc, la marchandise puisse être chargée ou déchargée assez rapidement, et également la qualité de service de transbordement. Donc ça varie un peu légèrement comparé aux chargeurs. Alors, si on passe en revue les différents axes de l'Observatoire, tout d'abord sur les trafics portuaires axe 0, rappeler brièvement donc, il y a une tendance plutôt positive, donc avec une progression du trafic de marchandises sur les années 2016-2018. Donc, on n'avait pas encore les données consolidées pour 2019. Donc, ça reste plutôt positif comparé à d'autres ports. Néanmoins, en termes de volume, ça reste bien sûr inférieur au port de Rotterdam et au port italien et espagnol. Si on fait un focus sur la région, sur la façade nord, on constate donc que pour Le Havre et Dunkerque, c'est une dynamique également de progression. Néanmoins avec des volumes aussi qui restent inférieurs aux ports concurrents, donc des progrès encore à réaliser. Et sur la filière conteneurs, on constate toujours sur la période 2016-2018 une tendance qui reste quand même positive hein, pour Le Havre et pour Dunkerque, même qui est supérieure finalement aux autres ports, même si effectivement les volumes restent toujours inférieurs. Et on peut rappeler aussi que donc, Le Havre est devenu Aropaport et que pour le port de Dunkerque, de très bons résultats ont été acquis en 2021. Donc, on peut espérer qu'effectivement, le rebond après la crise sanitaire puisse vraiment perdurer pour la suite. Donc, je ne m'attarde pas plus sur cet axe. Je vais rester un peu plus longtemps sur l'axe 1, sur la compétitivité. Donc, c'est un axe justement, comme je vous disais, qu'on a voulu développer et qui puisse aller au-delà des simples problématiques du coût de passage portuaire. Quelques observations générales à développer tout d'abord. Quand on analyse finalement les résultats d'un port et son positionnement en termes de compétitivité, c'est finalement l'addition des efforts des différents acteurs portuaires en termes de politique tarifaire ou de performance opérationnelle qu'il faut prendre en compte, donc pas seulement le port en tant que tel, mais tous les acteurs de la place portuaire. Et en matière de coûts, comme en matière de compétitivité opérationnelle, ce qui est le plus intéressant, c'est effectivement de comparer le port à ses concurrents directs. Et donc, si on regarde après filière par filière, finalement, pour les activités de vrac liquide ou solide, la compétitivité prix opérationnel peut être considérée comme secondaire finalement par rapport à l'implantation des installations industrielles qui sont dans les ports, installations industrielles, logistiques ou des infrastructures. En revanche, pour les filières de conteneurs ou de rouliers, la compétitivité de ces activités, donc sur les prix opérationnels, reste vraiment décisive pour le choix du port, puisqu'effectivement, les flux conteneurs et rouliers, remorques restent assez volatiles. Donc finalement, ces critères donc, de prix et de compétitivité opérationnelle sont importants pour la filière conteneur, ce qui explique en partie le choix qu'on ait fait de pouvoir justement faire davantage un focus sur la filière conteneur. Alors justement, sur cette filière conteneur et sur la compétitivité prix, donc il faut lire le tableau de la façon suivante. Il faut comparer finalement pour ce benchmark qui a pu être réalisé, chaque port par rapport à son environnement concurrentiel direct. Donc par exemple, pour Le Havre et Dunkerque, c'est par rapport au port du Range Nord. Ce n'est pas un benchmark entre les ports français. Donc quand on regarde donc pour les ports du Range Nord, Dunkerque, le port de Dunkerque se distingue nettement avec donc un avantage plus compétitif comparé aux ports concurrents.
C'est intéressant de noter donc que c'est quand même des frais d'opération maritime qui sont inférieurs à plus de 24% par rapport au benchmark, donc qui était enfin la référence qui était du port de Rotterdam sur les droits de port, et également de bons coûts, de bonnes données sur les frais de manutention. S'agissant de la compétitivité opérationnelle, toujours sur la filière conteneur, là, les résultats sont un peu plus à nuancer. On reste quand même toujours bon, et c'est ce que j'avais indiqué en introduction, sur les temps moyens d'escale hors opération. En revanche, sur les opérations donc à quai de chargement-déchargement, tout d'abord, donc pour tout ce qui concerne la productivité au niveau du port ou au niveau du quai, donc ce sont les indicateurs PMPH et BMPH, donc ça veut dire Port Moves per Hour et Berth, donc le quai Berth Moves per Hour. Là, ce sont des données qu'on a recueillies avec la base de données IHS Markit, et on a pu la comparer donc aux ports concurrents. Finalement, les ports, là, en l'occurrence du Range Nord, présentent des résultats qui sont moins compétitifs comparés aux ports du benchmark. Si on regarde sur la productivité des grues, c'est à nuancer. Et en l'occurrence, pour le port de Dunkerque, le temps d'escale, c'est vraiment un argument qu'on met justement en valeur pour les ports du Range Nord, et notamment pour le port de Dunkerque. Le temps d'escale est vraiment plus court que des ports concurrents directs comme Anvers. Néanmoins, donc, je l'évoquais, c'est que sur la productivité des opérations portuaires et sur la productivité des grues, des efforts, des améliorations voilà, sont peut-être à prévoir pour essayer de raccrocher au bon résultat des ports concurrents. Après, là, ce que vous avez comme exemple, c'est pour des escales assez importantes, 500 à 2000 moves. Les résultats sont un peu différents et sont peut-être plus à l'avantage du port de Dunkerque pour des escales de 500 ou 1000 moves. Concernant la connexion intermodale, donc là, j'ai fait le choix de présenter encore une fois les deux ports du Range Nord. On peut voir le positionnement des ports concurrents. Ce qui était intéressant, c'est que finalement, on dit souvent que les ports concurrents du Range Nord sont très bons en termes de report modal. Néanmoins, il faut préciser qu'ils ont choisi aussi finalement plus un mode de transport qu'un autre. En l'occurrence, Anvers, c'est un peu plus positionné sur le fluvial, quand Hambourg est bien positionné sur le développement du report modal ferroviaire. Dunkerque est très bien positionné par rapport aux autres ports français, qui sont en moyenne autour de 24% de report modal pour des trafics de pré-poste acheminement. Donc, quand on additionne la 34 plus 14, on est à pas loin de 50% de report modal sur des trafics massifiés. Et en l'occurrence, donc, pour le ferroviaire, avec des bons résultats, voilà, à 34%. Et des engagements voilà, du port de Dunkerque toujours à faire mieux pour les années à venir. Donc, ces parts modales vont évoluer à l'avenir. Bon, enfin, c'est ce qu'on espère, ou du moins se stabiliser. Pour les développements économiques, alors dans cet axe-là, on a voulu faire un focus sur des données financières, sur la santé financière des ports. Donc, ce qui ressort, c'est que l'évolution de la situation financière des ports est positive, avec une capacité d'autofinancement qui est en croissance, et une dette nette qui est limitée, qui est en décroissance dans la majorité des ports. Voilà, il y a quelques ports où il y a quand même des situations de dette à régler. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est la part du chiffre d'affaires issu des activités domaniales. Donc, pour l'ensemble des GPM, c'est environ 30%. Donc là, ces données, je vous donne, c'est 2019-2020. Dunkerque se positionne à 41%. Visiblement, pour l'ensemble des ports, c'est en progression. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont tiré plus de revenus liés à leurs activités domaniales. Donc, c'est finalement déjà une mise en œuvre
l'objectif de port entrepreneur, où le port finalement permet le développement d'investissements sur sa place portuaire. Et donc le port de Dunkerque avoisine, je pense, les 50% de chiffre d'affaires issus des revenus domaniaux. Concernant le foncier portuaire, c'est aussi un atout des ports français sur lequel on compte aussi communiquer. Donc dans l'ensemble, ils ont un foncier portuaire important. C'est le cas notamment aussi, encore une fois, du port de Dunkerque, sachant que notamment 2 sites ont pu aussi faire l'objet d'une labellisation site clé en main par le ministère de la Cohésion des Territoires et du ministère de l'Économie, donc des sites où des investisseurs industriels peuvent s'implanter plus facilement. Donc c'est le site ZGI, plus pour des activités industrielles, et DLI pour des activités de logistique. On a souhaité aussi remettre aussi un peu à plat les données que nous disposions sur les emplois dans les ports. Alors, il faut savoir que finalement, ce sont des données qui sont issues des directions régionales de l'INSEE. Les méthodologies, toutefois, n'étaient pas les mêmes pour évaluer la valeur ajoutée de ces ports et des emplois. Et nous sommes en train justement de faire un travail avec l'INSEE au niveau central pour pouvoir homogénéiser les méthodologies et pouvoir comparer. Donc, ça sera au cours de l'année 2022 qu'on devra avoir un travail abouti pour pouvoir comparer pour le même millésime, donc ça serait l'année 2018, et avec la même méthodologie, le nombre d'emplois et la valeur ajoutée dégagée par les territoires, enfin dégagée par les territoires portuaires. Enfin, concernant le délai d'implantation sur le foncier portuaire, c'est un indicateur difficile à obtenir, qui reste un peu finalement subjectif, qui est aussi lié finalement à l'activité des services de l'État en déconcentré. Et donc finalement, ça sera un indicateur que nous ne retiendrons pas. Néanmoins, les données que nous avions retenues pour l'édition 2020, c'était que finalement le délai d'implantation pouvait varier entre 5 et 18 mois. Concernant l'axe de transition écologique, l'effort a été fait par le cabinet BCG de pouvoir essayer d'identifier de nombreux indicateurs. Donc là, ce que vous voyez, ce sont finalement les indicateurs clés sur cet axe-là. Néanmoins, le choix avait été fait de pouvoir aussi investiguer sur les données liées aux déchets, la gestion de l'eau, la biodiversité. C'était des indicateurs assez simples, finalement assez binaires, pour savoir finalement si des mesures étaient mises en œuvre ou pas. Donc, ce qui ressort là, ce sont donc les ports du Range Nord, et on a pu ajouter Calais. Différentes actions ont pu être mises en œuvre. D'une manière générale, pour le port de Dunkerque, des actions sont en place ou sont en projet, mais je pense que maintenant tout doit être au bleu roi, bleu foncé, pour les différents indicateurs qui sont exposés. Donc aussi bien des actions mises en œuvre pour développer l'électricité à quai, pour le gaz naturel, notamment avec le soutage qui a déjà pu être réalisé au port de Dunkerque. Des actions en termes de mesure de l'impact carbone, mais du port. Donc on se limite à l'autorité portuaire. On n'est pas en mesure, évidemment, ça sera encore compliqué de pouvoir faire à l'échelle de l'ensemble du port pour pouvoir aussi évaluer l'impact carbone des différents acteurs portuaires. Non, là, je parle au global pour l'ensemble des ports, et des mesures en termes de biodiversité et de qualité de l'air, avec une certification aussi qui permet de montrer aussi les efforts entrepris par le port en faveur de la transition écologique. D'une manière générale, sur différents axes de transition écologique, on relève que les ports français, les GPM, sont vraiment engagés, aussi bien pour inciter les navires à être plus propres, et à pouvoir aussi après aller les mettre en valeur, à pouvoir les récompenser. Donc c'est grâce aussi à l'ESI, l'Environmental Ship Index. On relève aussi que certains ports s'engagent aussi pour être à énergie positive, donc des actions assez ambitieuses de la part de La Rochelle, avec le territoire de La Rochelle. On relève quasiment dans tous les GPM des démarches d'économie circulaire et d'écologie industrielle, donc des actions qui visent vraiment à pouvoir développer des symbioses industrielles
entre les industriels qui sont sur les places portuaires. Je l'évoquais, donc débranchement électrique à quai. Tous les ports sont vraiment engagés dans cette dynamique, et d'autant plus qu'il y a le règlement AFIR, qui va demander aux ports d'ici donc 2028 que des actions soient prises aussi bien pour accueillir les navires porte-conteneurs, ou pour les ferries, ou pour la croisière. Et enfin, on peut également aussi saluer les différents projets d'études qui sont lancés pour développer des projets hydrogène. Je ne l'ai pas évoqué, mais il y a aussi des projets éoliens importants aussi sur la façade atlantique. Enfin, sur le 4e axe innovation et numérique, il faut le mettre, cet axe en lien avec les problématiques du passage portuaire, en l'occurrence. Donc, c'est vrai qu'il y a une fluidification des démarches administratives avec la dématérialisation donc, de toutes ces procédures douanières. On avait identifié à 88% ces procédures dématérialisées. D'une manière générale, ce sont des données sur lesquelles aussi on souhaite davantage communiquer. On a identifié que les marchandises en moyenne étaient immobilisées à 2 minutes 25. Concernant le niveau d'interconnexion, je l'évoquais dans les points forts partagés pour tous les ports, il est assez performant. Néanmoins, effectivement, des progrès pourront être engagés pour pouvoir développer les systèmes d'information et tous les outils numériques de l'amont à l'aval de la chaîne logistique, pour que toutes les informations puissent circuler entre le port, le chargeur, pour qu'on puisse avoir un échange d'informations vraiment optimal entre tous les acteurs portuaires. De même, effectivement, on constate que certains ports européens commencent à pouvoir aussi mettre en place des échanges d'informations à haut niveau. Donc, c'est le 3e niveau de connexion avec les blockchains, où c'est effectivement de manière automatique que les informations puissent s'échanger. Le port de Dunkerque, mais là, c'est comme tous les autres ports de France, n'ont pas encore atteint ce niveau-là. Un point d'actualité à partager avec vous, c'était la Direction générale de la douane qui a lancé à l'automne dernier une plateforme numérique qui vise à faciliter les contrôles pour les formalités sanitaires et phytosanitaires, les contrôles SPECS. Donc finalement, il y aura un guichet unique, ce qui facilitera les démarches pour les acteurs portuaires auprès des douanes. Donc ce sont dans les 3 grands ports, Aropaport, Dunkerque et Marseille, que ça a été mis en œuvre l'automne dernier, et ça va être déployé au cours de cette année pour les autres ports. Donc ce sont des démarches vraiment aussi très compétitives qui permettront de développer la fluidité du passage portuaire. Alors, pour l'avenir, pour 2022-2023, alors je vous l'évoquais en introduction, nous sommes en train donc de finaliser une liste d'indicateurs clés. Pour la prochaine édition que nous sommes en train de préparer, donc qui sera rendue publique plutôt début 2023, nous nous limiterons à juste des indicateurs clés et nous n'allons pas réaliser un travail aussi approfondi que nous l'avons fait en 2020. En bleu, ce sont des indicateurs nouveaux que nous allons un peu développer. Et je vais, dans la slide suivante, partager avec vous certains indicateurs sur lesquels nous sommes encore en train de réfléchir. On souhaite notamment avoir des données un peu plus fiables sur la valorisation du foncier et sur les aspects de commercialisation, en sachant que c'est toujours en évolution. Néanmoins, si on peut toujours obtenir ces données-là sur lesquelles on peut communiquer, ce sont vraiment des éléments importants à valoriser. En termes de transition écologique, on mène aussi un travail pour pouvoir essayer de voir dans quelle mesure les ports finalement s'engagent dans la transition énergétique, en termes de planification de transition écologique, et aussi s'ils prennent des mesures sur l'adaptation au changement climatique. Et sur le numérique, on souhaite aussi avoir des informations sur
sur finalement le budget qui est consacré au numérique et donc voir comment il évolue, donc aussi bien en termes d'investissement que le budget de fonctionnement, ce qui permet de voir finalement comment les ports intègrent la dimension numérique dans leur stratégie. Alors, quelques indicateurs sur lesquels nous sommes encore en train de réfléchir, sur les aspects multimodaux, nous pensons mieux mettre en valeur, et donc cet indicateur ne figurait pas dans la précédente édition, à recueillir des données sur le nombre de services multimodaux hebdomadaires, essayer aussi de mieux évaluer les ITE qui sont en service, qui peuvent recevoir un train complet, puisque c'est finalement un gain de temps qui est obtenu et ce sont des données qui pourraient être très utiles aussi à valoriser. Concernant aussi le linéaire de voies ferroviaires électrifiées, qui permettrait donc aussi bien d'accueillir des locomotives diesel ou électriques, ce qui permet donc finalement aussi de faciliter le transit sur ces voies. Et un indicateur sur lequel aussi on réfléchit, mais qui pourrait finalement ne pas s'appliquer aux différents ports, c'est sur le taux de réussite d'escale fluviale, c'est-à-dire que dans quelle mesure finalement les créneaux horaires sont respectés par les manutentionnaires pour les opérateurs fluviaux qui puissent donc charger ou décharger via la voie fluviale les marchandises. Et enfin, ce travail que je vous évoquais sur les engagements des ports dans le domaine de verdissement des investissements. Donc, on réfléchit avec les directeurs financiers de certains ports sur les investissements des filières vertes, et de voir leur évolution, donc pour voir quelle part ça prend dans leur stratégie, et également dans l'autre sens, les revenus qu'ils puissent en tirer filière par filière. Donc, ce seront des éléments qu'on pourra aussi intégrer, enfin, qui seront d'abord utiles aussi pour nous, pour des JTM, pour pouvoir un peu voir quelles sont les stratégies développées et comment les ports s'engagent vers la transition écologique énergétique, mais également de pouvoir l'intégrer dans l'observatoire. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. Je crois que j'ai respecté le timing prévu et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. C'était très clair, très précis. En plus, c'est super d'avoir à chaque fois la vue de ce qui nous régional. Jérémy, je crois qu'il y avait déjà une question. Vas-y. Oui, bonjour Monsieur Mozas. Merci pour cette présentation qui était très claire. Je suis de la région Hauts-de-France, donc qui est autorité portuaire du port unique administratif de Boulogne-sur-Mer et de Calais. Tout à l'heure, j'ai découvert avec plaisir que vous étudiez et vous observiez aussi le port de Calais en plus des grands ports maritimes français, mais pas celui de Boulogne-sur-Mer. Alors, c'est une entité aujourd'hui administrative unique qui fait l'objet d'une délégation de service public unique, je pense que vous le savez. Qui plus est, Boulogne, même si en termes de trafic, ce n'est pas comparable à ce que peut faire Aropa ou Dunkerque, est quand même une place halieutique majeure en France et en Europe, avec 300 000 tonnes de poissons transformés et plusieurs milliers de tonnes de poissons débarqués à la criée et à la marée chaque année. Pourquoi cette différence? Est-ce que c'est lié à la place dans les réseaux globaux et centraux du RTET qui fait que c'est là que vous mettez la barrière en termes de ports que vous observez? Non, alors finalement, c'est vraiment par rapport finalement aux filières traditionnelles que nous suivons. En fait, finalement, nous, c'est vraiment l'activité portuaire, mais sous l'angle un peu du trafic des marchandises. Les activités liées à la pêche et aux ressources halieutiques, c'est plus nos collègues donc, de l'ancienne direction de la pêche et des milieux aquatiques qui a rejoint la nouvelle grande direction de la mer qui s'appelait la DGMPA. Donc finalement, effectivement, nous limitons sur les trafics du vrac solide, vrac liquide, conteneurs, croisières, ferries. Voilà, je crois que je les ai tous cités, oui. Et pour le coup, effectivement, voilà. Et pour le coup, le port de commerce de Boulogne, lui, par contre, fait un tonnage qui est pas, qui est très, très, très marginal. Effectivement, c'est pour ça voilà, qu'il n'a pas été pris en compte dans le benchmark, dans l'observatoire. Ok, bon, ça marche. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une, mais je crois qu'il y a quelqu'un. Ouais, moi, j'en ai une, c'est Claire Arnaud. Oui, vas-y. Voilà, donc Claire Arnaud de la délégation Actionneur, donc bonjour Morgane. Moi, c'était sur la connectivité qui était importante parce qu'on voit que grosso modo les résultats ils sont plutôt bons.
en compétitivité, etc. Mais c'est quand même l'effet volume qui fait que nos ports sont moins compétitifs, où il y a moins de touchés. Est-ce que ces stratégies armatoriales, voilà, qui sont finalement fondamentales pour le volume des ports, est-ce qu'elles sont étudiées ou est-ce qu'elles pourraient être étudiées un peu plus, voilà, en complément? Comment on joue sur ces stratégies-là. Voilà, parce qu'on reste des ports, enfin, je vais être un peu brutal, mais on reste finalement des ports un peu secondaires par rapport aux ports du Range Nord, alors qu'on est bon. Enfin, c'est ce que j'en déduis, hein, mais c'est bien cet effet-là qui fait que la faiblesse finalement portuaire. Enfin, moi, c'est mon analyse, hein. Oui, alors sur ce travail directement de stratégie, non, c'est vrai que c'est pas un travail qui est directement fait. Ça pourrait être justement un des axes aussi sur lequel on pourrait effectivement plus approfondir. C'est vrai que nous, notre choix aussi, c'est donc de pouvoir déjà un peu objectiver les atouts et les actions menées par les ports, les stratégies et les résultats. Et sur la base des bons résultats, effectivement, bien communiquer sur les performances des ports. Après, petit à petit, via des différentes actions qu'on pourra faire en termes de promotion, de communication, on souhaite qu'effectivement les ports français puissent capter davantage de trafic. On l'a vu qu'avec notamment les épisodes de congestion portuaire dans les ports du Nord, les ports de Dunkerque ou à Ropaport ou même Marseille, ont su tirer leur épingle du jeu en pouvant attirer et accueillir davantage de trafic, donc en étant un peu plus sous tension. Néanmoins, ils pouvaient absorber ce trafic supplémentaire, ces escales supplémentaires. Donc, ce sont des éléments qui pourront peut-être aussi jouer sur le choix futur des armateurs. Après, je l'ai évoqué quand même, il y avait les 7 slides hein, sur les choix, les attentes, les critères prioritaires des armateurs. Ça reste effectivement quand même la compétitivité prix, la fiabilité sur la compétitivité opérationnelle. Donc, c'est vrai qu'à côté des prix, il y a ce volet de compétitivité opérationnelle sur lequel il faut peut-être agir aussi davantage. Merci. Justement, peut-être juste une petite question qui fait suite à celle-ci. On voit que la stratégie nationale ferroviaire a été déclinée en 73 actions relativement précises. Est-ce que la stratégie nationale portuaire déclinée en observatoire, si j'ai bien compris, et donc maintenant on commence à bien comprendre, ben voilà, là où il y a des sujets, etc. Est-ce qu'ensuite vous prévoyez une déclinaison en actions, quitte à ce que ce ne soit pas uniquement, comme c'est le cas pour le ferroviaire, des actions liées à l'État, mais est-ce que vous allez continuer ce processus pour aller Alors, à l'étape suivante? en fait, c'est le sens inverse, c'est-à-dire que face à la stratégie nationale de fret ferroviaire, il y a la stratégie nationale portuaire et l'observatoire est un outil de cette stratégie nationale portuaire. Donc, l'idée n'est pas de développer de nouvelles actions, c'est-à-dire que dans la stratégie nationale portuaire, alors je l'ai passé en une slide, hein, mais après je pourrais vous renvoyer les documents. Ce sont différentes actions qui ont été identifiées, aussi bien donc, pour renforcer l'attractivité des ports, mieux valoriser leurs atouts, pouvoir développer aussi les interconnexions modales, développer des activités industrielles sur les ports, donc valoriser aussi le foncier, faciliter l'implantation sur des activités industrielles. Il peut pouvoir aussi agir sur les outils numériques. Donc, ce sont les actions que j'évoquais entre autres en lien avec France Sésame ou le guichet unique numérique. Donc voilà, il y a une quinzaine d'actions qui ont été définies dans le cadre de la stratégie et l'observatoire permet justement de mettre un peu le projecteur pour voir dans quelle mesure cette stratégie se met en œuvre et dont les actions permettent justement d'optimiser le fonctionnement des ports et leur compétitivité. D'accord. Donc effectivement, je comprends. Oui, oui. L'observatoire va venir permettre de mesurer l'efficacité l'efficacité ou en tout cas l'effet de la stratégie et des Voilà, actions. c'est dans cet effet, voilà, comme ça démarche.
On peut, alors je sais pas, je vois pas d'autres questions, alors j'enchaîne. Eh ben vas-y. Pardon, je sais qu'il y avait le travail, enfin pour le connaître, hein, il y avait un super travail de benchmarking qui avait été fait, même avec des ports plus lointains que ceux du Range Nord. Les facteurs de différenciation, parce que c'est aussi un des sujets que l'on travaille en région, est-ce qu'il y a des pistes qui avaient été évoquées sur qu'est-ce qui ferait la différence, voilà, les facteurs de différenciation sur lesquels les ports pourraient, notamment de France, pourraient travailler encore plus et voir la mesure, et les mesurer aussi, puisqu'on est dans l'observatoire après. Oui, bah, écoutez, je pense qu'il faut quand même recueillir, reprendre, si vous voulez, je peux vous les remettre, hein, les slides sur vraiment la perception client. C'était finalement des conclusions principales qui ressortaient aussi de cet observatoire, c'est de se dire que peut-être que les ports devaient peut-être plus à l'écoute aussi, peut-être de leurs clients, sur savoir finalement quelles étaient leurs attentes. Et donc finalement, c'est le résultat de ces interviews, de ces enquêtes ont permis, je l'évoquais, donc de pouvoir vraiment identifier les priorités, les critères sur lesquels il fallait agir. Donc aussi bien auprès des chargeurs, donc sur aussi bien les aspects de compétitivité prix, mais vraiment la fiabilité des services du port. Encore une fois, ce qui est dommage, c'est finalement aussi les phénomènes exceptionnels. Donc là, ça avait terni, et on peut espérer qu'à l'avenir, finalement, ça soit moins présent à l'esprit des chargeurs, donc ces phénomènes exceptionnels. Et finalement, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur les enjeux environnementaux, c'est qu'il y a une tendance, il y a finalement une attente des consommateurs, de certains clients, et aussi de l'Europe, et un engagement aussi de l'État pour faire en sorte que les enjeux environnementaux soient davantage pris en compte. Néanmoins, on relève que pour les chargeurs et que pour les armateurs, ces données sont moins prises en compte. Donc, il y a peut-être un travail aussi peut-être de pédagogie pour expliquer les avantages aussi dont pourraient retirer les clients portuaires des actions environnementales prises par les ports. Pouvoir aussi peut-être davantage prendre en compte ces enjeux-là aussi dans la politique tarifaire des ports. Voilà, et encore une fois, sur les aspects opérationnels, j'indiquais que le temps d'escale hors opération était positif, était compétitif pour les ports français. Néanmoins, quand on compare aux ports concurrents, il y a des progrès à faire pour que le chargement-déchargement soit optimisé et soit plus performant. Merci, Monsieur Mozas, hein, pour cette intervention. Merci, Henri, également, pour celle sur le ferroviaire. Merci à tous nos participants, les échanges qu'il y a eu. Il y a eu il y a eu quelques discussions aussi par écrit directement dans le chat avec des questions et des réponses apportées également par les autres participants. Bah, c'est ça aussi Norlink, hein, c'est l'échange entre les membres, évidemment. On nous pose la question en direct sur les diapos. Oui, si j'ai déjà l'accord pour un de nos intervenants, Monsieur Mozas, je crois que est-ce que c'est OK pour vous aussi de diffuser à nos Oui, adhérents aussi, le slide? vous pouvez Super. utiliser la version. Peut-être que je vous enverrai une version, il y avait une dernière ou deux coquilles, peut-être que je vous enverrai une version actualisée aussi. Super. Eh bien, parfait. On vous mettra ça à disposition dans les jours qui viennent. C'était très intéressant de voir comment ces deux stratégies et puis leur déclinaison plus ou moins opérationnelle en termes d'observatoire s'intègrent et puis finalement mettent en avant la vision de l'État. C'est intéressant de voir les points saillants puisque ça permet de bien comprendre aussi ce que l'État au niveau central a en tête. Donc c'est toujours intéressant.